Dans le cadre du Salon du Cheval de Paris à Villepinte, j'ai le plaisir de vous retrouver sur équilibre.tv pour des rencontres et des présentations de leurs ouvrages des auteurs qui sont présents à la librairie équestre, qui est ici même dans le hall 5A au stand 065 et vient juste d'arriver. Je suis ravie de le retrouver. Andy Booth, qui est parmi nous pour nous parler de sa méthode. Il va être là pendant 3 jours d'ailleurs. Donc vous pourrez le retrouver à la librairie pour les dédicaces de ses DVD, de ses méthodes. Le cursus Andy Booth, Step 1, Step 2. Voilà. Alors, le cursus, ça nous parle de quoi très précisément par rapport à ce que tu avais fait précédemment? Moi, je pense que dans le passé, j'ai vraiment concentré sur des choses techniques. Je continue à faire ça, mais j'ai ajouté pas mal de sciences. La science, c'est quelque chose qui me passionne, surtout les sciences de l'apprentissage, comment le cheval apprendre. Et j'ai vraiment travaillé ces dernières quelques années sur l'explication de cet apprentissage et lier ça à la technique. La technique, c'est vraiment basé sur ce que j'ai pris aux États-Unis, le horsemanship, la compétence d'un homme de cheval, qui est très intéressant. Les explications sont un petit peu moins anthropomorphiques maintenant et un peu plus scientifiques. D'accord. Alors justement, les exemples, qu'est-ce que la science apporte à ton travail? Oh, surtout la clarté, dans le sens que quand on est dans les anthropomorphismes, c'est un petit peu la croyance et la science, c'est autre chose. On sait comment conditionner une réponse. On sait la relation entre un stimulus, en général pour nous, des cavaliers, c'est la pression d'une jambe, la pression de la main. Mais on met une pression sur l'animal cherche une solution pour que la pression s'arrête. Et après, cette pression devient un code assez précis. Et après, on peut même ajouter un petit code pavlovien avant cette pression. Et on peut finir avec les aides tellement fins et une vraie communication avec l'animal. Mais moi, personnellement, j'ai eu besoin de la science pour m'expliquer le processus de le conditionnement. Qu'est-ce que tu as appris donc par rapport à la science, pratiquement parlant Moi, je pense vraiment, j'ai compris pourquoi un bon homme de cheval est bon. Donc, pourquoi quelqu'un qui est très bien au niveau de horsemanship, pourquoi c'est bon? Avant, c'était un peu flou. Il y avait des gens avec un petit peu le magique dans les doigts, un petit peu le tact, le timing, le feeling, toutes ces choses-là qui sont un petit peu abstraites. Et je voulais vraiment, particulièrement pour transmettre quelque chose de plus solide. Et la science, ça donne cet aspect un peu plus solide de qu'est-ce qui se passe vraiment sur le plan cognitif, sur le plan comment le cheval apprend de réagir à tel et tel stimulus et aussi comment on fait pour créer autant de problèmes. Parce que, en fait, ça fait une grande partie de mon boulot, c'est la résolution des problèmes. Mais avec la science, je comprends mieux en mieux comment les gens font pour créer autant de problèmes. Oui, d'accord. Oui, parce qu'effectivement, l'idée de base, c'est quand même de monter en toute sécurité et d'avoir les bons outils pour le faire. Et c'est ça qui a amené cette démarche. Oui, la sécurité et la performance, et qu'il n'y ait pas un qui mette en compromis l'autre. Particulièrement dans l'aspect où j'ai travaillé pendant les années, le débarrage, la sécurité pour moi c'est très important. Particulièrement quand on a une entreprise de débarrage, parce que si on a cassé, on n'a plus d'entreprise. C'est simple, c'est clair. Donc, c'est assez important que les choses se passent bien. On est sûr, grâce à cette science maintenant, que cet animal n'est pas un cortex frontal qui permet d'avoir des mauvaises intentions. Il n'y a aucun aspect moral. Le cheval ne peut pas faire une bêtise exprès ou faire quelque chose. Même le concept du bien et de mauvais et de correct et d'incorrect, ça n'existe même pas chez le cheval. Donc, quand on enlève ces anthropomorphismes-là, on a face à une vérité un petit peu dure et qui est, si le cheval a un problème, c'est probablement moi.
Oui, c'est ça. Effectivement, il faut. C'est vrai que les gens ont tendance à penser que leur comportement est le même que celui des chevaux, et donc cette projection crée des vrais soucis. Et l'anthropomorphisme, c'est pas bon du tout. Bah, c'est vraiment un truc dans le 21e siècle, c'est pire en pire. On voit plus en plus de gens qui imaginent presque un rôle familial avec l'animal domestique, comme le cheval. Salut chérie, papa est là. Et, et, et sur un côté, je comprends le côté affectif, mais il ne faut pas que ça devienne tordu. Ouais. Parce que le cheval, certainement, ce n'est pas humain. Et si on est vraiment respectueux par rapport à cet animal, il faut qu'on respecte l'animal pour ce qu'il est, un cheval. Oui, oui. Alors effectivement, nous, en littérature équestre, on voit de plus en plus d'ouvrages sur le bien-être du cheval. Alors on se demande si effectivement comment gagner sa confiance. On va en parler tout à l'heure avec Nathalie Pili-Mirande. Est-ce qu'il est bien à l'écurie? Est-ce que voilà. Et ça, c'est des bonnes questions, mais il ne faut pas oublier aussi en parallèle comment vraiment les vrais besoins, quoi. Oui, il y a tous les besoins vitaux qui sont absolument importants. Le contrainte de la domestication, c'est quand même un sacré contrainte. Un cheval dans la nature va marcher 20 à 30 km par jour. Cheval dans un box, 250 mètres par jour. Un cheval dans la nature va manger 16-18 heures par jour. Un cheval dans un box, parfois, il mange petit-déj, déjeuner et dîner. Et c'est vraiment des choses, c'est pas très naturel pour l'animal et ça peut amener des problèmes, même des problèmes comportementaux, notamment l'agressivité, la stéréotypie et ces choses-là. Donc, tout ça ont besoin de faire très attention. Je pense que le scientifique actuel fait un très, très bon boulot là-dessus. Moi, je concentrerai plus pour avoir une spécificité, un petit peu plus sur l'apprentissage, comment le cheval apprend. Oui. Et cette théorie d'apprentissage, c'est vraiment le truc qui me passionne le plus. Mais c'est sûr que même si j'éduque le cheval bien, s'ils vivent dans de mauvaises conditions, la chose ne va pas aller bien. Alors, entre le step 1 et le step 2, donc on a 4 DVD sur le cursus. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ce qui se passe dans les 4 Tout à fait. J'espère bientôt, l'année prochaine, on va avoir le 3e step. Le step 1, c'est vraiment des fondamentaux. Et il y a quelques réponses. On démarre avec toute une partie théorique où on explique la capacité cognitive chez le cheval, qu'est-ce qu'il peut apprendre, qu'est-ce qu'il ne peut pas apprendre, la manière de son apprentissage, les différences fondamentales entre des herbivores et des prédateurs, parce que le fonctionnement de le cerveau n'est pas le même. Il y a un qui est vraiment ciblé sur le fait de tuer un autre et l'autre qui est ciblé sur le fait de ne pas être tué. Donc, les deux cerveaux fonctionnent différemment. La manière qu'on conditionne toutes nos réponses équestres. Et parfois, quand je dis ça, ça peut avoir l'air un petit peu banal, un peu simple. Comment un cheval apprend de s'arrêter? Et c'est une question super, super simple. Comment un cheval apprend de s'arrêter? Mais je fais beaucoup de formations professionnelles partout. Et je démarre souvent avec ces questions. Comment un cheval apprend de s'arrêter? Comment un cheval apprend d'avancer? Et c'est sûr que cette théorie d'apprentissage, il n'est pas encore bien intégré dans l'équitation. Donc, je voulais mettre ça surtout sur le step 1, que les gens comprennent très bien le fonctionnement cognitif chez le cheval, sa manière d'apprendre, parce que souvent les gens pensent que c'est en utilisant la pression que le cheval apprend, ou surtout c'est l'enlèvement. Ouais. Donc on pouvait dire, et c'est jamais été écrit comme ça dans un livre équestre, mais on pouvait dire qu'un cheval apprend à s'arrêter par le relâchement de 2 rênes, ou un cheval apprend à avancer par l'enlèvement de 2 jambes, parce que c'est vraiment l'enlèvement qui enseigne le cheval quand on utilise le renforcement négatif. Donc, l'enlèvement d'un stimulus à partir d'une réponse. Et cette séance-là, j'ai essayé de ne pas aller trop profondément parce que ça peut être un peu lourd. Mais il est très important que le cavalier comprenne comment le cheval apprend parce que c'est très difficile d'éduquer un animal si on ne comprend pas sa manière d'apprendre. Donc, le step 1, c'est vraiment basé sur ça et comprendre comment éduquer le cheval de faire des réponses très basiques, notamment avancer, arrêter, reculer, isoler les antérieurs, isoler les postérieurs, et d'avoir un vrai contrôle sur le mouvement de ses pieds. Parce que, ou au sol, on est face à quoi, 400, 500 kilos d'animal, il faut qu'on ait un bon contrôle sur ses pieds et qu'il n'y ait pas de fuite, que le cheval n'ait pas peur.
Et quand on monte sur le dos, ou on a le contrôle sur ses pieds, ou sinon on est un passager clandestin. Donc ça c'est pas idéal. Très bien. Et sur le 2, donc c'est totalement autre chose. C'est la suite, mais... Le 2, on reste toujours sur cette théorie d'apprentissage, mais il est vrai que de mouvements équestres au sol et monter devient bien plus complexe. Au début, c'est des réponses de base. Quand on parle un petit peu d'un sujet qui s'appelle modelage, c'est de commencer avec des réponses très faciles, augmente les difficultés progressivement, et on augmente les difficultés bien dans le step 2. Donc, par rapport de la formation fédérale, c'est qu'on correspond avec le savoir 5. Donc, c'est un niveau qui commence à être assez intéressant. Le savoir 3, ça c'est pour des pros. Pour eux qui veulent vraiment qui veulent faire le vie dans ce sujet de débrage, de jeunes chevaux, de rééducation, et de pousser ça le plus loin que possible. Et je pense que le futur va nous montrer que le mieux qu'on comprend les animaux, le mieux qu'on peut faire. Et des possibilités dans le monde équestre, on n'est pas encore touché ce qu'on peut faire. Parce que on voit des choses. Qu'est-ce que j'ai regardé l'autre soir? Lorenzo fait un spectacle. C'est magique. Et je me suis dit, ça, le futur, on va voir plus en plus de choses totalement exceptionnelles. Parce que grâce à cette science, on comprend mieux en mieux comment le cheval fonctionne. D'accord. Une dernière question. On a entendu depuis quelque temps le bruit courir que vous alliez sortir un nouveau livre aussi. Alors, on le voit quand, le prochain livre d'Andy Booth? J'ai essayé de rendre la science accessible. Donc, ça, obligatoirement, ça veut dire une vulgarisation un petit peu de la science. C'est vrai que ça m'apprend un petit peu le temps parce que j'ai essayé de voir, on peut vulgariser la science jusqu'où? Parce que si on diluait le truc trop, ça finit que c'est de l'eau. Il n'y a pas quelque chose d'intéressant et ce n'est plus scientifique. Mais si c'est tellement scientifique qu'il faut qu'on comprenne le cheminement neurologique qui amène à réponse, là, ça devient trop lourd pour nous sur le terrain. Donc, il faut trouver un juste milieu. Je suis en train de bosser sur ce juste milieu et essayer d'expliquer dans une manière scientifique mais compréhensible comment le cheval apprend. Et ça, j'ai démarré un sujet avec ces DVD qui s'appelle Horseman Science. Et c'est la science derrière l'homme du cheval. Parce que je pense que dans le futur, l'anthropomorphisme, comme toute croyance, va céder à la science. Et ça, dans le futur, les hommes de chevaux vont avoir des notions scientifiques sur cet apprentissage. Donc, je voulais créer, après d'avoir étudié les deux sujets, le horsemanship et les sciences, je voulais bien mélanger les deux et faire Horseman Science. Et ce livre sur ce sujet-là, je vais continuer à travailler. OK, très bien. Merci beaucoup, Andy. Et puis, donc, on peut vous retrouver à la librairie Caisse à partir de maintenant et pendant tout le week-end avec les DVD. Merci.